Si on est en décalage de mois, on risque d'avoir des commandes refusées parce qu'on va être en décalage de prix. Mais je dirais qu'aujourd'hui, les fournisseurs connaissent la contrainte. Dutcher a fait une offre promotionnelle en fin d'année. On a une offre promotionnelle qui démarre chez Brandt le mois prochain. Et je dirais que c'est quelque chose qui a été mis en place aussi par Fisher Scientific, qui a des offres promotionnelles. Enfin, il n'y a aucune difficulté à faire des offres promotionnelles si elles sont sur un mois complet. Merci Valérie. Donc les résultats, le bilan que vous attendez tous maintenant. Un premier résultat, c'est le déploiement des membres du COPIL, donc au niveau e-commerce ou punch-out. Vous le voyez tous, excepté pour l'instant deux universités qui sont certes en e-commerce, ça marche décidément pas, Diderot et IPMC qui sont en e-commerce, mais pour lesquels nous n'avons pas eu de réunion de déploiement. Tous les autres membres du COPIL, avec une date que vous voyez très prochainement, le 10 avril, où on sera avec Jean-Marc Boivent sur Marseille pour finir le déploiement sur les délégations du CNRS. Tout donc fonctionne avec un système informatique, comme on l'a vu tout à l'heure, ou e-commerce, ou e-procurement, ou punch-out. Au niveau des résultats, donc 2 ans, puisque la première année, le marché donc a démarré, le chiffre d'affaires 2015 s'élève à 1 975 000 €, donc pour l'ensemble des établissements qui avaient démarré, ou en tout cas qui avaient passé commande sur le site ugap.fr, que ce soit en e-commerce ou e-procurement. Peu à l'époque avait dit procurement, le seul, je le répète, c'est le CEA qui était en catalogue hébergé, qui avait démarré en même temps que l'ouverture du site. Vous le voyez en 2016, un bond assez significatif, puisque nous avons terminé sur Beauce avec 11 270 600 €. Et puis, Antoine l'évoquait tout à l'heure, le chiffre d'affaires 2017, donc à fin mars, il est non pas à 5 785 000, mais à 5 870 000 par rapport au chiffre de ce matin. Donc vous voyez quasiment plus que la moitié de ce qui a été réalisé l'an dernier. Donc une belle tendance et donc un beau succès pour cette offre. Je vous ai mis ensuite ici la répartition par rapport aux 18 établissements qu'on a vus précédemment, les membres du COPIL, avec leur chiffre d'affaires cumulé bien entendu, et puis la répartition que cela représentait, ce que j'ai appelé des parts de marché à tort sans doute, mais en 2015, les membres du comité de pilotage représentaient 65% du chiffre total GOS, en 2016 59%, et on voit en mars 67%, ce qui s'explique par ce que vous avez évoqué, à savoir qu'aujourd'hui, INRA, INSERM, CNRS sont en déploiement e-procurement dans la totalité, ou presque, avec le 10 avril pour le CNRS. Au niveau des clients, que l'on mesure en code sirène, 586 clients au total, 2891 donneurs d'ordre. 78% de ces clients sont des opérateurs et établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur. 11% d'hospitaliers, ce qui n'est pas négligeable, ce sont des utilisateurs de cette offre GOS, notamment au niveau d'unités INSERM dans les hôpitaux. On a quelques pourcentages concernant l'État, notamment des ministères et principalement, Valérie tu m'arrêtes, mais la police scientifique, je crois, fait partie de l'État. C'est un gros client au niveau de GOS. Et puis quelques collectivités sociales, notamment des EHPAD qui pourraient commander encore. Non, c'est plus des lycées, je crois, qui sont dans les collectivités. Des lycées techniques qui commencent ce type de produit. Un point important, c'est une offre, je vous l'ai dit tout à l'heure, 100% dématérialisée. Aujourd'hui, nous avons 82% des commandes qui passent par le web, par ce canal. On a encore 17% qui passent par notre réseau, c'est-à-dire notre réseau commercial. Alors ceci s'explique quand on va regarder un tout petit peu plus ici la répartition des clients, et avec ces 12%, d'ailleurs il y a une petite erreur ici, c'était pas la même schéma, 12% d'hospitaliers. Les hôpitaux, je vous l'ai dit tout à l'heure, passent par des plateformes type Hospitalis et Odoo, et tous les catalogues ne sont pas encore mis en place sur ces plateformes. Aujourd'hui, les hôpitaux ne passeront pas sur ugap.fr en direct en e-commerce. Donc il faut pouvoir alimenter les catalogues sur Hospitalis ou Odoo, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc ce qui se passe en fait, c'est que les hôpitaux qui sont déjà sur leur plateforme, Hospitalis ou Odoo, je le répète, passent des commandes
dites dématérialisées qui arrivent en fax dans notre réseau. Et donc là, il y a une ressaisie pour ces 17%. 1% de CCM, c'est notre site donc, de UGAP Direct de téléconseillers qui répondent par téléphone aux réclamations et qui, dans le cadre d'une réclamation ou d'une annulation partielle ou totale de commande, peuvent reprendre une commande donc, par téléphone. Ça représente 1% des volumes. Là, j'ai remis les chiffres. Chose importante, en 2016, 25 000 références ont été touchées au moins une fois par une commande, sur 180 000. Vous voyez qu'il y a quand même une marge de produits qui n'ont pas été touchés depuis 2 ans et qui sont pourtant dans le catalogue. Et c'est la volonté aussi d'avoir une offre exhaustive. Un total de 27 705 commandes ont été enregistrées. Le panier moyen, 692 €, sachant que le panier peut toucher plusieurs distributeurs. Il faudrait qu'on aille commande par commande pour voir quelle est la répartition par distributeur. Et enfin, l'objectif qui a été fixé 2017, qui s'élève aujourd'hui à 15 millions, l'estimation d'atterrissage avec les chiffres que l'on a vus juste précédemment, nous donne un atterrissage à 27 millions, pas loin des 30 millions qui sont objectivés sur ce marché, pour les membres du COPIL en particulier. Juste une petite remarque, 25 000 références touchées au moins une fois, 180 000 références, 80% du chiffre qui est réalisé, qui aujourd'hui au cumul depuis 2 ans totalise un peu plus de 18 500 000 €. Avez-vous une idée du nombre de références qui représentent ces 80%? Peu, c'est pas un chiffre, monsieur. Je sais pas. On est à 5200 références. C'est pas beaucoup. C'est pas grand-chose. C'est réellement pas grand-chose. Et c'est sur ces 5200 références qu'on travaille avec les fournisseurs et avec vous pour que l'on puisse obtenir, en effet, les prix qui soient les prix du marché. On n'est pas là à l'UGAP pour essorer et trier les fournisseurs, parce qu'on sait très bien ce qui peut se passer. 65% de PME, TPE, qu'est-ce qui va se passer? Demain, on les étrille, et on a un gros qui sort, et qui demain nous fait plus 20%. Et là, on n'a que les yeux pour pleurer. Donc l'idée, c'est ça, c'est surtout de maintenir cette structure aujourd'hui, avec un prix marché qui est celui qui semble être celui qui est attendu. Je regarde qu'est-ce qu'on a derrière. Oui, alors une partie, puisque tout à l'heure vous l'avez évoqué, on reçoit aussi et on gère les réclamations. Ces réclamations qui sont gérées par l'UGAP et ensuite transmises aux fournisseurs qui sont concernés. Je ne vais pas détailler la totalité de ce diagramme. Le premier point, ça marche décidément pas. Le premier point sont des retards de livraison fournisseurs pour 32%. Ça, c'est le point principal, le premier point. Ensuite, des erreurs d'articles ou en quantité ou en coloris pour 24%. Et le troisième point sont des montants au niveau de la livraison, avec des réserves qui ont été mises au niveau de la réception. Ensuite, une erreur client sur la commande web pour 9%. Le produit ne convient pas pour 8%. Et ensuite, vous le voyez, nous avons différents items, facturés non livrés ou prestations non faites, SAV sous garantie, erreur code client, erreur de commande, détérioration. Détérioration sans réserve, ça touche 1%, donc c'est relativement faible. Le point essentiel, il est vrai, c'est le retard de livraison et l'erreur d'article. Alors pour ça, je vous ai parlé tout à l'heure d'un portail intranet Siloé. Ce portail, je vous en ai fait une copie. Alors Siloé, pour simplifier nos échanges, le fournisseur va recevoir, dès qu'une commande lui est adressée, c'est poussé automatiquement sur ce portail intranet. Il reçoit en parallèle un email l'invitant à venir consulter ses commandes. Il va pouvoir cliquer sur l'onglet commandes. Et en cliquant sur l'onglet commandes, il va pouvoir identifier ses nouvelles commandes, celles qui sont modifiées, celles qui sont non exécutables, etc. C'est tout le jargon, je ne vais pas le détailler. On l'a vu également, il y a un onglet litige. J'avoue que j'aime pas beaucoup ce mot litige parce que ça veut déjà dire qu'on est un peu en conflit. Plutôt réclamation, mais bon, c'est le jargon qui est utilisé. Et là, le fournisseur a toutes les informations qui concernent une commande pour laquelle il y a une réclamation qui a été portée par l'une ou l'un d'entre vous. Et là, je vous ai donné un exemple. Quand il va cliquer sur la commande correspondante, la commande avec son numéro de commande est bien confirmée
apparaît ici le libellé du fournisseur. Il y a des tas d'informations, des contacts, l'adresse de livraison, et ici la description de la réclamation du litige. Ça, ce sont des choses importantes, je le dis à nos fournisseurs titulaires. Consultez cette partie litige, répondez-y dans vraiment le meilleur timing, de façon à ce qu'on puisse par retour informer le client. C'est jamais facile de donner une réponse négative. J'attends parce que le produit sera livré que sous 6 mois. Il vaut mieux lui dire ça que de rien lui dire du tout, parce qu'on a souvent des informations qui remontent. Ah, mais on n'a toujours pas d'informations, on n'a toujours pas de retour. Comment voulez-vous qu'on fasse? On est tous, à un moment ou à un autre client, et il n'y a rien de plus énervant que de ne pas avoir d'informations. On préfère être prévenu, même si le délai est au calendrier grec. Voilà ce que je voulais dire au niveau des réclamations, sans m'étendre beaucoup plus. Au niveau des avantages de cette offre, un des points essentiels nous paraît être l'offre 100% dématérialisée. L'exonération de procédure, ça, celle-ci, elle a un coût. Avec la DAE, on essaie de vraiment calculer au plus juste ce que représente l'économie en termes de non-passation de procédure. Est-ce qu'on est plutôt sur du 3 000, 10 000, 30 000? On a, nous, des données à l'UGAP. Il faut pouvoir les corréler avec ce type d'offre. Le catalogue unique de plus de 180 000 références. Une seule commande, quel que soit le nombre de fournisseurs. Des prix compétitifs et dégressifs, on en a parlé. La sécurité d'approvisionnement, la traçabilité des commandes avec ce que je vous ai présenté de Sinoé, juste sur la diapo précédente. Est-ce que, avant de vous emmener 2 minutes 30 au cinéma, est-ce que vous avez des questions? Bonjour, en fait, si j'ai bien compris, tout ce qui est réclamation fournisseur, ce sont les fournisseurs en direct qui gèrent les réclamations? Pas du tout. Non? J'ai peut-être pas été très clair, c'est vrai, je suis passé rapidement. La réclamation que vous allez faire, il y a un numéro de téléphone qui est le 0811 702 703. Il apparaît toujours en haut à droite du site ugap.fr. Ce site, c'est une plateforme téléphonique qui est tout à fait sous nos latitudes, je vous rassure, qui est aux mêmes heures que nous, même avec changement horaire le week-end dernier, ouvert de 8h à 18h. C'est une plateforme où il y a 50 téléconseillers qui est donc basée à Compiègne. Et cette plateforme, vous allez, avec ce numéro, accéder à un téléconseiller, lui faire part de ce que vous voulez. Soit c'est une réclamation sur une livraison qui n'est pas arrivée, une livraison qui est cassée, ou bien c'est une annulation d'une commande, partiellement ou totalement. La personne au bout du fil va enregistrer votre demande et l'intégrer dans Sinoé. Et là, ça va partir chez le fournisseur. Donc nous sommes votre intermédiaire pour gérer ça. On ne vous demande pas de contacter les 10 fournisseurs que vous auriez dans votre commande. Sinon, je crois qu'il y aurait vraiment peu d'intérêt à passer par l'UGAP sur cette partie-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je vais essayer de voir si, au niveau du film... Non, ça ne va pas passer, je pense à ça, puisque je ne suis pas connecté là. Bon, pendant que tu vas présenter, je vais connecter. Oui, mais je me rends compte que j'ai... Ouais. Je vais remettre le film sur la clé. Oui, on peut parler de la suite, effectivement. C'est ce que je mentionnais lors de l'introduction. Donc, on souhaitait faire un marché de réactifs et de consommables matériels d'entrée de jeu. C'était extrêmement complexe, notamment en raison de la difficulté à constituer des catalogues. Le périmètre est gigantesque. Néanmoins, maintenant qu'on considère qu'on a stabilisé GOS 1, on commence à travailler à ce qu'on appelle GOS 2, qui est l'extension de ce marché au réactif, en tout cas une partie d'entre eux. Alors, plus précisément, ça représente un énorme volume, puisqu'on est à plus de 100 millions d'euros de dépenses sur les réactifs. Sur cette masse, la totalité des réactifs n'a probablement pas vocation à rentrer dans le marché. On a des réactifs qui sont extrêmement spécifiques. Néanmoins, on a un grand nombre de réactifs ou solvants, tout ce qui est consommable de ce type, peuvent rentrer dans des marchés comme GOS, bénéficier de la
commande en ligne et la mise en ligne de catalogue. On commence à rencontrer des fournisseurs pour présenter ce projet. On commence, nous, à constituer des catalogues, à identifier les modalités d'organisation de ce marché, puis de mise à disposition des utilisateurs. Ce vers quoi l'on s'oriente, c'est un renouvellement de GOS 1 qui sera couplé à GOS 2 pour ne proposer qu'un seul marché qui recoupe à ce moment-là tous les consommables réactifs et matériels, et que tous soient proposés par le GAP depuis le même outil, ce qui devrait faciliter pas mal de choses, notamment pour les fournisseurs, pour ce qui concerne les montants de commandes, puisque le dispatching entre les commandes se fait depuis le site de l'UGAP. Parfois les commandes peuvent être d'un montant assez faible, or c'est un sujet qu'il faut prendre en considération. Le fait d'agréger deux offres devrait permettre de restreindre, de limiter ces situations. Voilà, donc c'est un projet qui a vocation à être mis en place dans les unités fin 2018, début 2019. Ce qui veut dire qu'on commence à travailler depuis 3, 4 mois, 6 mois sur ce projet, toujours avec le même copil, et que on commence à rentrer vraiment dans le cœur du sujet avec la constitution des catalogues, toujours avec l'aide de Valérie Wendling à l'UGAP. Là aussi, on table sur une meilleure réception des fournisseurs, notamment pour nous communiquer des informations sur les quantités commandées, les références commandées, pour bâtir des catalogues plus efficaces et permettre de faire des cotations plus intéressantes. Je sais que c'est évidemment un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, il y a une certitude, c'est que sur l'offre GOS 1, lors du renouvellement du marché, on bénéficiera de tarifs plus intéressants parce qu'on aura des statistiques très complètes à présenter aux fournisseurs. Et ils sauront exactement à quoi s'attendre et ils pourront faire des cotations beaucoup plus justes que ce qu'ils ont dû faire dans le cadre de la première consultation. Si vous avez besoin d'aide. Hein. Évidemment, on a toujours besoin d'aide. Merci. Donc, je remarque que finalement, vous n'êtes pas totalement des côtés de GOS 1. Ah non, non, pas du tout. Non, non. Merci. Il y a des bons côtés. Vous avez des questions, notamment sur GOS 2 ou sur les sujets qui viennent d'être abordés, ou d'autres points que vous souhaiteriez lever? Oui, madame. La date de publication de l'appel d'offres de GOS 2, qui devrait avoir lieu en même temps que GOS 1, c'est a priori fin 2017. Disons décembre 2017. Il n'y aura pas d'interruption entre les deux? Pardon? Pas d'interruption entre les deux? Oui, pas d'interruption entre les deux. Oui, comme vous aimez beaucoup GOS 1, on ne voudrait pas... Mais moi, je n'ai même pas encore utilisé GOS 1. Je n'ai même pas encore utilisé. Je sais déjà que ça va pas. D'autres questions dans la salle? Moi, j'aurais bien voulu... je ne vais pas passer la main, mais j'aurais bien voulu qu'il y ait des fournisseurs qui s'expriment parce que c'est un gros chantier, ça monte en puissance, ça va modifier en profondeur leur façon de travailler. Je pense à tous ces commerciaux qu'on a l'habitude de voir. Alors, est-ce que les fournisseurs, à la demande de Chef Yodama, souhaiteraient s'exprimer sur leur... notamment puissent présenter leur vision de GOS 1, que ce soit l'extension à GOS 2, la manière dont ils voient cette évolution dans le monde de la recherche